Voilà. Oui, d'accord. Donc, j'expliquais que Médecins du Monde travaille tant au niveau domestique qu'international. Au niveau domestique, nous travaillons avec les migrants à statut précaire, les personnes qui n'ont pas le droit à l'assurance maladie et qui sont vraiment dans une situation difficile économiquement parlant. Donc, ça, c'est une première action. Nous travaillons également avec les personnes itinérantes, les personnes sans abri. Nous avons une clinique mobile qui circule parmi ces personnes, tant à Montréal qu'à Victoria. Et nous avons un projet également que nous appelons qui travaillent avec les personnes autochtones qui sont dans la rue et où nous faisons de l'accompagnement, on appelle ça des navigateurs autochtones qui travaillent avec ces personnes. Et finalement, on a un programme d'appui en santé mentale pour les intervenants qui travaillent avec les personnes de la rue et également des personnes qui vivent dans la rue qu'on accompagne. Ça, c'est le programme national domestique. Le programme international appuie différents pays, soit directement, soit avec d'autres médecins du monde, soit en Syrie, en Irak, en Colombie, en Haïti, donc dans plusieurs pays dans le monde, nous intervenons pour pouvoir justement remplir notre mission qui est de soigner, d'accompagner et de témoigner. Et une mission semblable nous remet vraiment devant nos responsabilités, peu importe les risques. Nous adoptons une approche basée sur les droits humains et l'équité. Nous valorisons la participation des individus et des autres acteurs. Prochain point. Aislinn? Voilà ce que j'avais déjà dit. Prochain point, s'il vous plaît. Nous adoptons une approche de renforcement, de reconstruction des systèmes de santé. Plutôt que d'agir directement, nous travaillons le plus possible avec les systèmes de santé en place de façon à les renforcer, leur permettre de jouer leur rôle. Lorsque les systèmes de santé sont capables de jouer ce rôle auprès des personnes vulnérables, nous-mêmes, notre rôle, nous nous retirons. Donc, nous sommes vraiment dans l'appui, le renforcement des structures, dans la santé primaire, des approches de proximité, des approches communautaires également. Le prochain point, nous mettons l'emphase aussi sur une approche de santé publique. Surveillance épidémiologique, sensibilisation, éducation font partie des actions que nous avons. Inutile de dire aussi que nous sommes pertinents dans le sens que lorsqu'on travaille au niveau international, la pression venant des ministères de la Santé de ces pays est forte et vient renforcer notre obligation de les appuyer dans leur plan de réponse au COVID-19. Prochaine diapo. Donc, je vais essayer là de parler un petit peu des contraintes des ONG au niveau domestique, donc dans nos programmes ici au Canada. Prochaine diapo. Oui. Peut-être faire dérouler toute la diapo, ce sera plus simple. Donc, en termes de ressources humaines, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle le principe du do no harm, de ne pas nuire. Et cela a signifié vraiment que on a dû revoir les questions en lien avec la sécurité des équipes médicales, l'enjeu d'être nous-mêmes un vecteur de transmission, surtout en ce qui a trait aux populations vulnérables avec lesquelles on travaille. Donc, on voulait éviter les problèmes de comorbidité, de santé fragile des populations cibles de Médecins du Monde. Donc, ça, c'est une des contraintes auxquelles nous avons dû faire face. Également, la sécurité des équipes dans un contexte où, dans des pays, même à l'international, où le COVID peut être perçu comme un fléau importé par les Blancs, entre guillemets. Et je pense à l'exemple d'Haïti, par exemple, où c'est le genre de propos qui ont circulé à différentes reprises. Comme il n'y a pas tant de cas non plus actuellement en Haïti, alors ça a été vraiment en disant, mais ça c'est un problème des pays du Nord, des pays des Blancs.
et non pas le nôtre. Donc ça, c'est difficile et on a eu l'expérience d'avoir un membre de notre équipe qui a été atteint du COVID et qu'il faut protéger dans ce contexte-là. Ensuite, en termes d'approche technique, la réponse actuellement sur le COVID, et vous verrez ça tant ici au Canada que dans les autres pays, est souvent très orientée vers des systèmes de santé hospitalo-centrés qui laissent peu de place à l'implication des communautés ciblées. Et on le voit avec les populations, par exemple, itinérantes, et j'ai en tête l'exemple de Victoria, où des décisions ont été prises sans nécessairement consulter les personnes principalement ciblées. Et à cet effet-là, ces solutions souvent ne fonctionnent pas parce qu'elles ne tiennent pas compte des contextes de vie et des besoins de ces populations vulnérables. Ensuite, en termes de financement, on est confronté à un impact financier sur les structures administratives des ONG. Une ONG comme Médecins du Monde a fait face à des réductions au niveau des dons, par exemple, surtout au début. Les classes moyennes canadiennes ont été affectées au niveau économique par la crise du COVID et à ce moment-là, peuvent décider de ne plus être capables de faire un don mensuel. C'est le genre d'éléments auxquels on était confrontés. Il a fallu faire vraiment toute une révision de nos perspectives budgétaires en ce sens-là. Aussi, on doit faire face à une disponibilité moindre des fonds pour les actions à l'étranger. Actuellement, les pays comme le Canada doivent faire face à une augmentation de leurs dépenses pour pouvoir répondre à la crise du COVID ici au Canada, et cela possiblement au détriment de l'appui international, par exemple, pour les populations avec lesquelles on travaille. Donc ça, c'est une difficulté auquel on est confronté. Ça vient influencer les finances des ONG. Ça démontre la fragilité, mais aussi l'absurdité du système économique des ONG, où on est très dépendant du financement que peuvent nous apporter justement les pays comme le Canada. Or, cela nous fait prendre conscience aussi que la pandémie, est-ce qu'elle va être résolue si on ne met pas le financement uniquement vers des pays comme le nôtre, comme le Canada, si on ne tient pas compte de cette pandémie dans les pays du Sud? Et à ce moment-là, cette dichotomie nord-sud vient mettre en lumière le fait que avec tous les transports, tous les voyages, tous les échanges maintenant qui se profilent entre les pays, si on ne prend pas en compte la dynamique justement d'essayer d'avoir un financement pour les pays en développement tout autant que pour des pays comme le Canada, on ne pourra pas venir à bout de cette pandémie du COVID-19. Cette interdépendance est très présente dans cette crise et fait partie des défis, des contraintes auxquelles on doit faire face. Prochaine diapo. D'autres défis, les défis croisés au niveau domestique et international. Prochaine diapo. Pour les intervenants et les intervenantes, l'un des premiers défis, je dirais, et c'est cette différence entre les équipes nationales et les équipes plus internationales, c'est qu'au niveau national, travailler en contexte d'urgence était nouveau. C'est quelque chose auquel les équipes ne sont pas habituées. Alors que les équipes au niveau international, dans des pays moins développés, comme en Haïti par exemple, sont habituées à ce genre de contexte qui nécessite des ajustements et des changements rapides. Donc, difficulté d'ajustement, mais apprentissage aussi à travers les uns et les autres, comme on va voir plus loin.
Au niveau des équipes nationales de plusieurs autres pays, de pays en développement, cela signifie une double fragilisation. Il y a des pays où on a déjà des crises humanitaires importantes, des crises politiques importantes, des crises économiques importantes, et en plus, on rajoute la contrainte du COVID-19. Donc, ça vient fragiliser nos équipes nationales dans ces pays et on doit en tenir compte. On doit être à l'écoute de ces équipes pour ne pas les perdre et perdre leur capacité de pouvoir répondre aux besoins. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Ah oui, merci. Non, c'était là. OK. Pour les intervenants, donc j'avais mentionné les deux premiers. Le troisième point, c'est la difficulté d'accès aux intrants de prévention et de protection pour tous les programmes, que ce soit au niveau national ou à l'international. Et ça, c'est un problème général auquel on est confronté. On ne peut rien faire sans ces équipements de prévention et de protection qui sont importants, non seulement pour les personnes avec lesquelles on travaille, mais également pour nos équipes. Donc, et actuellement, on le sait, les stocks sont réduits. La qualité de ce qui nous arrive aussi n'est pas toujours au point. Donc, on doit se contenter de ce qu'on a ou vraiment faire des pieds et des mains. Donc, ça, c'est un défi important. Prochaine diapo. Pour le travail dans les pays moins développés, on travaille beaucoup sur les messages de distanciation et d'isolement sociaux, mais ainsi que des mesures d'hygiène, mais c'est souvent incompatible avec le mode de vie et de survie économique des populations. Et là, je pense aux pays moins développés, mais je pense, et comme on va le voir tout à l'heure, aux populations vulnérables également ici au Canada. Les croyances culturelles et religieuses que le COVID-19 entraîne, souvent les gens n'y croient pas nécessairement dans les pays en développement. On a eu beaucoup, et ça c'est quelque chose contre lequel il faut lutter dans toutes les opérations de sensibilisation parce que ça a été souvent, comme je mentionnais tout à l'heure, soit perçu comme un problème de blanc, entre guillemets, ou également comme quelque chose qui été un peu inventé par d'autres. Donc, ça, c'est un des défis auxquels on doit faire face. On doit faire face également aux difficultés économiques des familles. Souvent, malgré des symptômes qu'elles pourraient avoir, elles ne vont pas recourir au système de santé parce qu'elles n'ont pas les moyens d'y recourir. Donc, cela est important parce que dans la lutte contre le COVID-19, l'identification de ces cas et également l'identification des personnes qui étaient autour de ces cas de façon à pouvoir adopter des mesures de quarantaine sont extrêmement importantes. Et là, dans un contexte économique difficile, on devient de moins en moins difficile de mettre en place de telles mesures. Ensuite, certains modes de communication plus traditionnels dans certains pays moins développés peuvent rentrer en concurrence avec les méthodes de protection. Par exemple, il y a des modes de communication qui nécessitent certains regroupements. Je pense encore à l'exemple d'Haïti où j'ai lu que certaines bandes raras, ce sont des gens qui fonctionnent en bande avec des tambours, avec de la musique et qui transmettent des messages de protection contre le COVID-19, mais ces messages ne sont pas mais ces personnes elles-mêmes ne respectent pas la distanciation sociale. Donc, c'est ce genre de difficultés. Et pourtant, ce sont des méthodes de transmission de messages de prévention qui sont très utilisées dans les pays. Donc, on est obligé de pouvoir mettre en place d'autres types d'activités qui sont moins culturellement adaptées et qui peuvent à ce moment-là avoir un impact moins grand. Finalement, je dirais la difficulté de rejoindre les populations dans les zones géographiques éloignées. Dans les villes, l'information circule peut-être plus rapidement, mais il existe dans tous les pays où on travaille des zones où les moyens de communication sont plus difficilement accessibles et il faut rejoindre ces populations. Et malgré tout, l'épidémie, la pandémie arrive jusqu'à ces endroits. Donc, on doit faire face à ces difficultés de transport et de communication
pour les régions éloignées. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans le travail avec les populations itinérantes et les personnes migrantes à statut précaire au niveau national, on rencontre aussi énormément de difficultés et de défis. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de préconiser l'isolement social dans un contexte économique difficile. Les populations migrantes à statut précaire souvent vivent à plusieurs dans le même appartement et sortent, reviennent et peuvent difficilement, s'il y a par exemple un cas de COVID, peuvent difficilement s'isoler dans une pièce seule pour y faire face. Et les personnes itinérantes, c'est le problème. Je veux dire, pour nous, on s'isole chez nous parce qu'on a un chez nous, mais les personnes itinérantes n'ont pas de chez eux. Donc, comment répondre à cette nécessité d'isolement social dans un contexte, c'est un défi important. Ces populations itinérantes ont des difficultés d'accès à l'eau, au savon, aux mesures de base d'hygiène. Plusieurs services qui leur venaient en aide auparavant sont fermés. Souvent, ils utilisaient les toilettes de restaurants ou d'autres lieux publics. Ces toilettes sont fermées. Donc, ce sont d'énormes difficultés d'accès à l'eau, au savon, aux mesures de base d'hygiène qu'elles confrontent. Des difficultés d'accès au dépistage, aux résultats, traitements. Et là, on rentre en ligne de compte des populations, que ce soit les populations migrantes, qui, elles, sont confrontées, et je vais en parler plus, à des questions financières, parce que, par exemple, au Québec, le dépistage peut être gratuit, mais même si le gouvernement a déclaré que la prise en charge des soins serait gratuite également, ce n'est pas appliqué de façon uniforme dans toutes les institutions de santé. Et on a dû faire du plaidoyer à cet égard parce qu'il y a souvent deux poids, deux mesures. Les prestataires ne sont pas toujours au courant des nouvelles politiques du gouvernement. Et à ce moment-là, la prise en charge des soins à donner n'est pas nécessairement réalisée, et ce, pour ces populations. La même chose pour les personnes itinérantes, on est confronté à des problèmes, des différences sociales et culturelles importantes. Déjà, l'accès aux services de santé est difficile pour les populations itinérantes parce qu'elles sont souvent rejetées, mal accueillies, elles comprennent mal le système, elles rentrent dans un hôpital, elles ne comprennent pas où elles doivent aller. C'est encore plus difficile pour les populations autochtones. Donc, cela rend tout ce qui est l'accès au dépistage, aux résultats, au traitement, la prise en charge des cas de complications également beaucoup plus difficile. Et sur ce dernier point, la difficulté de faciliter l'accès aux soins pour d'autres maladies que celles liées au COVID-19 et qui sont omniprésentes, tout est concentré sur le COVID-19 et ça rend encore plus difficile l'accès de ces populations itinérantes à ces autres besoins de santé qu'elles ont et auxquels elles n'ont pas, elles ont difficilement accès actuellement. Prochaine diapo. Les actions, alors qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on envisage de faire, mais la plupart de ces actions ont déjà été mises en place à différents niveaux, dépendamment du financement auquel on a accès. Prochaine. D'abord, on a dû définir de nouveaux modes opératoires, tant dans les activités cliniques, communautaires que bureaucratiques. Au niveau de nos bureaux même, alors évidemment, comme tout le monde, on commence le télétravail, mais Médecins du Monde a, pour le programme national, une clinique qu'il gère pour les populations migrantes. On a aussi la clinique mobile qui circule à Victoria et à Montréal. Donc, il a fallu au moins, on a fermé ces services pendant au moins une semaine ou deux pour pouvoir réorganiser les services. Et c'était exigeant.
Même encore à Victoria, par exemple, on utilise notre clinique mobile, mais on est aussi obligé, l'infirmière utilise un chariot. Il y a des camps actuellement à Victoria dans des parcs avec des tentes où il y a beaucoup de personnes itinérantes, donc elles circulent à travers les tentes parce qu'il était difficile d'avoir accès aux populations seulement avec le petit van, comme on dit. On a été obligé de revoir nos protocoles. On a notre programme en Haïti, par exemple, et les autres programmes avec les autres MDM. On a revu tous les protocoles de travail sur le terrain. On a dû investir beaucoup de temps et d'énergie à ce niveau-là. Donc, ça a été très exigeant. Par contre, l'intérêt de travailler national et international, on a appris l'un de l'autre. On a pu utiliser les expériences des uns et des autres pour bonifier ce qu'on fait dans les uns et dans les autres. Évidemment, comme tout le monde, on a utilisé de façon extensive tout ce qui est mode de communication par Internet, réseaux sociaux, et ça même pour l'intervention psychologique. Maintenant, on utilise le Zoom pour pouvoir faire les rencontres individuelles ou les rencontres de groupe avec les intervenants et également avec les personnes itinérantes. Maintenant, une personne itinérante n'a pas toujours un accès facile à l'Internet et ça nous a limités à ce niveau-là. La communication par Internet coupe souvent. Ce n'est pas, je suis contente qu'actuellement ça fonctionne parce que ce matin c'était plus difficile, on le connaît, donc on le sait. Donc c'est vraiment un défi, mais on n'a pas le choix. Dans des pays en développement, l'accès à l'Internet n'est pas toujours facile. Donc, c'est pour ça qu'on utilise d'autres méthodes pour pouvoir transmettre les messages. Les crieurs publics, les radios communautaires, les camions de son, ce qu'on appelle les sound trucks, toutes sortes de les messages SMS qui transmettent de l'information. Ce sont des stratégies qui sont utilisées pour transmettre les messages. On a généralisé l'utilisation des masques, pas nécessairement des masques médicaux, hein, ce sont des masques plus artisanaux, mais dans toutes les activités sur le terrain, on a généralisé dans les véhicules avec lesquels on transporte notre personnel, même sur le terrain, on est obligé d'adopter des règles très strictes pour l'entrée dans les bureaux. Ça c'est un défi, ça a été un défi important. Ces masques créent par contre une barrière qui n'est pas seulement physique, mais aussi psychologique avec les personnes. C'est un autre, je dirais, ça crée une barrière sociale et culturelle qui est importante et qu'on devra regarder plus tard l'impact de ça sur nos actions. Ensuite, sur l'appui psychologique des employés aussi, parce que on a des équipes et au niveau des équipes, les personnes ont des capacités de faire face au stress et à la pression que cela signifie différentes. Donc, on a dû apporter également de l'appui psychologique aux employés, que ce soit au niveau national et que ce soit au niveau international. Je pense que à chaque niveau, il y a des personnes qui ont plus ou moins de capacité à prendre ce stress et il faut pouvoir être là pour répondre à leurs besoins dans le cadre d'une situation qui est vraiment non habituelle. Prochaine diapo. En fait, comme conclusion, dans cette crise du COVID, ce qu'on s'aperçoit, surtout dans des pays en développement où actuellement il n'y a pas nécessairement un grand afflux de cas comme on en a au Canada ou en Europe, mais pour prévenir un accroissement, on en est vraiment à l'étape de la sensibilisation et de la communication. Ce sont des pierres angulaires de notre intervention, de la lutte qu'on mène
et nos actions doivent beaucoup être orientées à ce niveau-là. Lorsqu'on travaille en santé, comme nous, il faut vraiment adapter les services pour éviter de nuire, do no harm, mais en même temps protéger les services réguliers. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que les femmes n'arrêtent pas d'accoucher, les enfants continuent de tomber malades, les accidents continuent à avoir lieu, ces problématiques-là n'arrêtent pas. Et il est important de pouvoir continuer à appuyer ces situations, continuer à faire progresser les résultats qu'on cherchait à atteindre, mais avec cette problématique de ne pas nuire, de ne pas accroître la vulnérabilité au COVID-19. On réalise que les défis se ressemblent tant avec les populations des pays moins développés qu'avec les populations marginalisées et vulnérables des pays plus développés. On est confronté aux mêmes problématiques de difficultés d'isolement social, de difficultés d'accès aux méthodes barrières. Donc, on est pris avec les mêmes défis. Cela, ça a été très utile pour nous pour pouvoir justement apprendre des différentes équipes. Et comme je disais tout à l'heure, une autre conclusion, c'est prendre soin de nos équipes. Certains travailleurs de l'humanitaire, tant au niveau canadien qu'au niveau international, sont plus vulnérables, ont moins de capacités ou plus de capacités que d'autres pour faire face au stress. Donc, on a une nécessité d'appuyer psychologiquement nos équipes afin de réduire l'impact des conséquences. Voilà, je pense que c'est terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Martine. So if anyone has questions for Martine, please put them in the chat. I will switch over to the presentation from MSF. But if there's any questions, please put them in and she can answer them. No question. Or go ahead, Stéphane. Sorry again. Comment dire? J'ai pas envie d'écrire, donc je vais parler. Merci Martine pour votre présentation. Moi-même, je suis un ancien de Médecins du Monde France et Canada, donc j'étais très content d'entendre votre présentation qui à la fois fait partie de l'aspect médical, mais aussi tout l'aspect socio-culturel et puis l'attention qui est portée aux plus vulnérables. J'ai vraiment apprécié et appris, donc je vous remercie pour ça. Ma question serait plus de savoir quelles sont les thématiques ou les points sur lesquels vous avez pu faire des liens entre votre intervention au niveau domestique et au niveau international. Est-ce que vous avez certains éléments sur quels sont les cas pratiques ou les thématiques sur lesquelles il y a eu la possibilité de s'échanger? Parce que souvent on parle de pays, voilà, des pays sous-développés ou des pays du Sud, mais de considérer aussi que nous aussi on a des vulnérabilités au Nord et qu'on a sans doute à apprendre dans la manière dont nous prenons soin de nos populations vulnérables au Canada, de ce qui est fait à l'international. Donc ça sera un peu ma question. Merci. Est-ce que j'y réponds tout de suite? Oui, vas-y. OK, merci. Merci pour la question. En fait, je dirais que les problématiques qui vraiment ont été assez communes, c'est les protocoles de protection, mais aussi les protocoles de comment on appelle ça, de contrôle, les mesures de contrôle d'infection au niveau des services plus cliniques. On a échangé beaucoup de documentation entre les deux, que ce soit les mesures de protection pour nos équipes. Par exemple, pour le programme d'Haïti, on a développé des lignes directrices pour permettre à l'équipe de reprendre le travail et d'être actif. Ces lignes directrices ont été utilisées par le programme national également pour les aider à développer un document intégré. Les protocoles sont échangés. Évidemment,
ça dépend toujours du contexte. Les règles, par exemple, ici au Québec, pour pouvoir accepter qu'un employé qui a eu le COVID, par exemple, puisse revenir au travail sont différentes de celles qui peuvent être appliquées en Irak ou ailleurs. Donc, on doit aussi suivre les règles nationales. Mais on a, et tout le réseau MDM a beaucoup échangé en termes de protocole, en termes aussi de comment, évidemment, on demande toujours du financement aussi pour pouvoir nous aider à aller plus loin. On a des limitations. Donc, les façons d'écrire, de définir la problématique, les stratégies définies ont été très utilisées entre le national, l'international et les différents membres du réseau MDM également. Je dirais que ça a été cela. On aura un post-mortem à faire, certainement, et qui viendra, j'espère, illustrer les bonnes pratiques qu'on a utilisées avec les populations vulnérables et marginalisées au Canada et celles qu'on a utilisées dans nos programmes à l'international. Je pense que ce sera important et on va réaliser encore plus que beaucoup de ces bonnes pratiques se recoupent entre les pays. Voilà, c'est ce que je pourrais dire à ce stade-ci. Merci. Merci, Martine. I see that there's... Je me permets, ma collègue Manon est aussi en ligne. Si jamais elle a quelque chose à ajouter, comme elle a travaillé beaucoup sur la question de la COVID, je lui cède volontiers la parole. Manon, veux-tu intervenir? Ben, pour l'instant, j'ai rien à compléter, mais s'il y a d'autres questions plus spécifiques, je pourrais compléter. Okay, merci. Just because of time, I'm going to switch us over to MSF. I see there's another question in the chat, and if we have time at the end, we'll get to that. But if not, I'll get the answer and send it around. So, there we go. Can everyone see the presentation? Yes, I can. Perfect. Go ahead, Noémie. Merci, Aislinn. Merci, Martine, pour la présentation aussi. Donc, on va vous présenter cet après-midi un peu un résumé de notre réponse à MSF, la réponse pour la COVID-19. Donc, un peu comment on a adapté nos opérations, mais aussi vous donner un genre de résumé ou un aperçu de qu'est-ce qu'on fait en ce moment globalement. Par la suite, Jason va continuer avec un aperçu aussi de nos principaux défis et des principales problématiques qu'on suit un peu de plus près chez MSF Canada. On va vous faire une présentation bilingue. Donc, je vais commencer en français. Justin va poursuivre en anglais. Si on a le temps pour les questions à la fin, n'hésitez pas de poser les questions dans les deux langues. On est tout à fait confortables tous les deux. Donc, comme vous savez, là, je ne vais pas m'étendre trop sur qu'est-ce qu'est MSF, mais on est une organisation qui offre une aide médicale d'urgence et des soins de santé donc aux populations les plus vulnérables à travers le monde, donc des populations qui sont exclues des systèmes de santé, qui sont des victimes de conflits armés ou de catastrophes naturelles. En 2018, MSF était présent dans 72 pays. Ça représentait 446 projets. Ce que ça représente, un peu pour vous donner une idée de l'ampleur de nos opérations à travers le monde, là, ça représente 11 millions de consultations ambulatoires, 700 000 patients qui ont été hospitalisés en 2018 et 300 000 accouchements là, qui ont été assistés par MSF pendant l'année. Pour la COVID-19, je pense que vous êtes bien au courant, là, mais on estime, nous, de notre côté, que l'ensemble de nos pays d'intervention vont être d'une façon ou d'une autre affectés par la pandémie, donc à différents niveaux. On est très préoccupé de comment la pandémie va affecter les populations dans des contextes parce que les systèmes de santé sont déjà extrêmement fragiles. Je pense qu'on a le triste exemple de l'Italie, de l'Espagne, qui étaient des systèmes de santé qui fonctionnaient somme toute assez bien et puis qui ont souffert d'une pression énorme avec la pandémie. Donc, il faut dire que dans les pays dans lesquels on travaille, la plupart du temps, les systèmes sont surchargés, la quantité de lits est limitée, il y a peu d'accès aux soins intensifs. Donc,
c'est des systèmes qui n'ont pas nécessairement la capacité de prendre un nouveau flux de patients qui pourrait être engendré par la pandémie, finalement. Evelyne, tu peux changer. Donc, si je résume, notre réponse pourrait se résumer, ou du moins se diviser en 3 priorités. Une des principales priorités, je vous dirais, c'est de s'assurer qu'on maintienne les soins de santé, qu'on continue à répondre aux besoins de santé des populations. Martine l'a évoqué plus tôt, mais les besoins sanitaires des populations qu'on dessert actuellement, ils ne vont pas diminuer avec la pandémie. C'est des besoins qui sont toujours aussi importants, puis qu'il ne faut pas oublier ni même négliger. Il y aurait des risques franchement importants là, sur la santé des populations si la réponse humanitaire ou la réponse de santé était centrée uniquement sur la COVID-19. Puis il ne faut pas du tout négliger là, les autres besoins sanitaires. Comme vous savez, là, la pandémie a le potentiel d'entraîner des perturbations des services médicaux, soit de base, soit d'urgence. Ça a le potentiel de déprioriser des traitements et donc de rendre des patients encore plus vulnérables à des complications de la maladie ou encore juste à la maladie en tant que telle. Donc ça, c'est vraiment un de nos aspects principaux, c'est-à-dire de continuer nos activités régulières. Puis je vais vous détailler un peu plus tard comment on a adapté, ou du moins comment on essaie d'adapter ces activités dans les circonstances actuelles. L'autre aspect ou l'autre priorité de notre réponse, c'est de s'assurer de protéger les personnes et les populations qui sont à risque. Dans ça, j'inclus aussi le personnel de la santé. Un gros aspect de notre réponse, je vous dirais, puis ça, c'est toujours présent dans nos activités régulières, c'est de faire des activités de promotion de la santé. Donc, s'assurer d'être connecté aussi avec les populations locales. Donc, d'avoir des messages d'information, d'avoir des messages de sensibilisation sur la maladie en tant que telle, mais aussi sur la prévention, sur les principales mesures qu'on peut mettre en place, soit dans les communautés directement ou encore dans des établissements de santé. Nos équipes de promotion de la santé qui sont sur le terrain s'assurent aussi d'avoir une espèce de compréhension des réseaux informels, d'identifier des groupes qui pourraient influencer la communauté, la population. Donc, c'est des gens qui ont une très grande importance aussi pour un peu défaire des rumeurs qu'il pourrait y avoir sur la maladie, un peu adresser la désinformation qu'il pourrait y avoir. Là, Martine aussi en a parlé, je pense que c'est un défi qu'on rencontre. Pour pas ajouter justement des barrières supplémentaires pour des populations pour accéder aux soins de santé, que ce soit pour aller chercher des soins pour la COVID ou pour d'autres problèmes de santé. Dans certains endroits aussi, on va s'assurer d'augmenter le nombre de points d'eau, soit dans les établissements de santé encore ou directement dans les populations locales, donc en ajoutant des points d'eau ou encore en distribuant du savon, donc pour s'assurer que les mesures de prévention soient mises en place puis que l'hygiène soit possible, en fait, dans ces contextes-là. On sait aussi que pour les populations vulnérables, ils sont d'autant plus à risque de développer des complications de la maladie ou du virus. On a plusieurs projets MSF qui travaillent avec des gens qui ont des maladies chroniques, donc des gens qui ont la tuberculose, par exemple, qui ont le VIH. Donc, un peu pour s'assurer de protéger ces personnes-là, de ne pas les surexposer au virus. Il y a différentes méthodes qui sont mises en place, par exemple, de donner un peu plus de médication à ces patients-là que l'on suit, donc pour une plus longue période, pour les éviter de faire du va-et-vient entre les établissements de santé, donc de les mettre plus à risque. Il y a aussi certains projets ou certains endroits où est-ce qu'on va arriver à faire de la consultation par téléphone. Notamment des projets en santé mentale, par exemple, comme en Colombie, où est-ce que c'est déjà établi dans certains de nos projets. Donc, on va augmenter cette capacité-là à faire des consultations par téléphone, encore une fois, pour éviter d'exposer les gens au virus, mais aussi en reconnaissant qu'il peut y avoir des besoins de santé mentale qui sont plus élevés là, dans ces circonstances-là. Ça va, toujours? Je ne vous ai pas perdu. Evelyne, tu peux changer? Donc, je pense que notre troisième priorité, c'est aussi de fournir des soins de santé aux patients qui sont atteints par la COVID. Je vais tenter de vous donner un peu des exemples plus précis sur nos opérations actuelles. Je vous dirais qu'il y a 2 façons dont on travaille pour s'assurer de donner des soins directs aux patients. Donc,
d'abord en adaptant nos projets existants aux conséquences de la COVID, mais aussi en créant des nouveaux, donc des nouveaux projets qui ont émergé de cette crise. Donc, pour tout ce qui est de l'adaptation des projets, comme je vous disais, c'est très important de continuer et de maintenir les projets qui sont en cours présentement, donc de maintenir nos activités régulières. Après, il faut s'assurer de protéger nos patients aussi, donc, et même notre personnel aussi. Donc, il y a différentes mesures qui peuvent être mises en place dépendamment du contexte pour adapter nos projets. Une des choses qu'on peut faire, puis je vais vous donner l'exemple du Bangladesh où on est présent. Donc, ça va être d'offrir des soins aux patients qui sont atteints de la COVID, donc vraiment des soins directs. Donc, au Bangladesh, MSF a décidé d'augmenter considérablement sa capacité d'isolation. Donc, on a ajouté 300 lits à ce qu'on avait, du moins jusqu'à 300 lits, un maximum de 300 lits qui pourraient être disponibles pour des patients qui présentent des symptômes modérés. Donc, on était déjà présent dans plusieurs établissements de santé, donc soit des postes de santé, des centres de santé et des hôpitaux, mais on a augmenté la capacité de ces projets-là pour s'assurer de pouvoir répondre à un nouveau flux de patients qui pourrait arriver avec la pandémie. On a un centre d'isolation, à titre d'exemple, qui avait été utilisé pour la diphtérie lorsqu'il y avait eu une épidémie, qui pourrait être réactivé et donc nous laisser, qui n'était pas utilisé dans les dernières années, mais qui pourrait nous aider en ce moment à répondre ou du moins à recevoir plus de patients. Dans la plupart de nos projets, on va revoir les protocoles, on peut adapter aussi des circuits ou dans les hôpitaux ou dans les centres de santé, donc s'assurer d'avoir du triage, du dépistage, des zones d'isolation pour s'assurer de protéger nos patients. Dans d'autres projets, ça peut être de faire de la formation avec le personnel de la santé, donc soit avec le ministère de la Santé avec qui on travaille, soit avec des employés locaux. Dans d'autres contextes, ça peut aussi être de donner du soutien supplémentaire au ministère de la Santé, donc soit des conseils techniques, fournir du matériel, de l'équipement, une capacité en ressources humaines, par exemple. Donc, je pense que dans l'idée de maintenir en ce moment les soins de santé, ou du moins nos activités régulières, il faut quand même adapter ces soins-là, puis adapter nos activités à cette nouvelle réalité-là, tout en s'assurant de protéger et nos patients et notre personnel. L'ampleur de la crise nous a aussi amené à développer des nouveaux projets. Donc, en ce moment, là, au moment où on se parle, et puis ça pourrait évoluer quand même assez rapidement, là, on est en train de développer des nouveaux projets au Burkina, au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Pakistan, qui sont entièrement dédiés à la COVID. Je vais vous donner quelques exemples, pas détailler tout ça. Là. En ce moment, à RDC, on est en train de mettre en place des unités qui sont vraiment dédiées aux soins pour la COVID. Donc, à Goma, par exemple, on est en train de réactiver, si on veut, un centre de traitement d'Ebola qui avait été mis en place à l'automne dernier. Donc, c'est un 20 lits qui va maintenant servir de centre de traitement pour la COVID. À Kinshasa, on a augmenté la capacité de l'hôpital Saint-Joseph, qui est un des hôpitaux qui a été identifié par le ministère de la Santé. Donc, MSF est en train de créer une unité de 40 lits qui va être gérée par MSF et de former aussi le staff de l'hôpital pour être en mesure de prendre en charge des patients pour la COVID. À Lubumbashi aussi, un 20 lits additionnel qui sera géré par MSF, ainsi que de la formation avec du personnel local dans cette région-là. Au Niger, on a aussi une nouvelle structure de 50 lits dans un hôpital de Niamey, donc qui va aussi permettre d'augmenter la capacité de cet hôpital-là à répondre à la COVID. On souhaite aussi augmenter un peu la présence dans les communautés autour de Niamey, donc pour aller s'assurer d'aller chercher des personnes qui sont un peu plus isolées ou qui ne sont pas dans des milieux urbains où c'est peut-être plus facile d'aller les chercher. L'ampleur de la crise aussi nous a fait travailler dans des pays où traditionnellement on ne travaillait pas. Donc, on a eu quelques exemples de projets qui ont eu lieu en Europe notamment. Puis juste pour vous donner une idée un peu de comment on peut s'adapter, puis comment aussi on a réussi à développer là, des nouveaux projets. Mais en Belgique, une partie de la réponse a été de faire des formations avec du personnel de la santé
qui travaillaient surtout dans des maisons de retraite ou des maisons pour personnes âgées, alors qu'on sait que c'est la population la plus vulnérable. Donc, il y a eu des webinaires qui ont été faits avec ce personnel-là pour un peu former sur les mesures de prévention et de contrôle des infections, par exemple, des conseils techniques qui ont été donnés aussi dans certains hôpitaux. Donc, ça a été une façon pour les équipes de transférer leur expertise, puis on peut facilement s'imaginer que ça pourrait être répliqué ailleurs aussi. En Espagne, on a aussi eu des nouvelles unités donc, qui ont ajouté à côté des hôpitaux près de Madrid, donc 200 lits qui ont été ajoutés pour augmenter la capacité de ces hôpitaux-là à répondre à la crise. Donc, je pense que ça vous donne une bonne idée là, de qu'est-ce qu'on est en mesure de faire, ou du moins qu'est-ce qu'on est en train de se préparer à faire. Je ne vais pas aller trop dans le détail de toutes nos activités, mais maintenant, je laisse la parole à Jason qui va vous parler un peu plus de nos différents défis, de nos différentes problématiques. Parfait, merci Noémie. Je vais vous parler en anglais. Je m'excuse pour ça, mais il y a beaucoup de mots techniques sur le réponse médicale, alors je vais faire mon présentation en anglais. A big part of MSF's response to COVID-19 is, as Noémie mentioned, I mean, at the moment, it's a lot of preparation. I mean, we certainly are seeing cases of COVID-19 in some of our projects and indeed in every country where we work. But trying to adequately respond and ensure proper medical care for COVID-19 is an immense challenge. Scaling up the medical care that's necessary, particularly if we're thinking about moderate to severe kinds of cases, really requires a degree of infrastructure that is quite robust. It requires, as both Noémie and Martin have mentioned, access to PPE materials, but also to quite a large volume of medical supplies. So, I mean, one of the things that I've really been amazed at, I would say, as part of this response, is indeed the volume of supplies that are actually necessary for caring for these patients. And I've been brought back into clinical work and have cared for quite a few COVID-19 patients who are hospitalized, and it is quite it's quite intense. And so we, like every other medical organization on the planet today, is trying to access, gloves, gowns, goggles, all of the supplies that are necessary for implementing effective infection prevention and control, and for ensuring that there is appropriate triage and isolation capacity in the hospitals where we work. But when we actually get into the provision of medical care, we're talking about interventions that require, again, a degree of infrastructure that unfortunately is not overly common in many parts of the world. Things like oxygen therapy are essential for caring for particularly moderate to severe COVID-19 patients. And typically the capacity that exists for oxygen therapy in many resource-poor environments is simply below what is required by these patients. Usually we can do sort of what's called low-flow oxygen therapy, meaning that you're more or less capped at 4 or 5 liters per minute. What we're seeing is many patients who require actually quite high flows of oxygen, so sometimes 3 to 4 times what's readily available. So we do have actually a very large working group that is looking at how do we actually scale up hospital-wide oxygen therapies, and then also really calling into question what critical care looks like in some of these contexts, because this is not a straightforward kind of answer. It's not as simple as buying a bunch of ventilators and hospital beds and calling something a critical care unit. And in fact, it may not be ethical to sort of push some of these boundaries. And so this is not necessarily a new conversation for us and indeed for many other medical care providers, but it is one that's happening quite rapidly and happening, as Noémie mentioned, across 70 plus countries and 400 individual projects. So what we are seeing on the ground is very much a scaling up of public health interventions, so community-based messaging and contact tracing and so on in support of local health authorities.
But I think that we also need to be mindful of the fact that many countries have quite actually a robust experience in responding and managing to epidemics. And that's experience that's gained from managing large-scale epidemics of different varieties. And so I think one of the things that's quite interesting about COVID-19 is that this is a virus that has only been with us for 5 to 6 months. And we are all collectively learning how you care for these patients and what an effective and robust public health response looks like. Globally, regardless of the capacity of the health system. And so I think that there is a lot of very interesting and really important knowledge translation that's originating from many, many different kinds of places. The other piece that I'll speak about that has become a really large concern for us at an organizational level is pushing for innovation and research and development around COVID-19. So there are no specific treatments or vaccines for COVID-19 that have demonstrated efficacy or safety. There's limited evidence for some. But effectively, there are 7 billion people on the planet who need access to a COVID-19 vaccine because we are all theoretically susceptible. And so we are really paying attention to what is happening globally to try and ensure that there is coordination and access mechanisms that are being put into place for new technologies that are being developed. While there is some potential repurposing of existing medicines, predominantly chloroquine and hydroxychloroquine, the evidence is really lacking for these medicines. But despite that, it's placing enormous supply constraints on our operations as well as other medical care providers, because these are drugs that are used for other purposes, not only in the countries where we work, but also in places like Canada and North America in general. So what we're really seeing is a massive shift, I would say, in the availability of essential medicines and essential medical supplies, which is presenting a real challenge for us, particularly as commercial airspace has closed and we're seeing the rise of export bans for essential medical supplies in some countries, including for medicines from places that we're really dependent on. So it's a very complex environment at the moment. Next slide, please. So on the new sort of technologies that are being developed, we're very actively following what's coming down the pipeline. Our main concern is that there is a major potential for these new treatments or vaccines to be priced really quite dramatically far out of reach for many of our patients and many health systems. Just as an example, remdesivir is sort of at the moment, the front runner, let's say, in terms of the train that people are trying to jump onto in terms of treatments. There's evidence, or at least one report from last week, suggesting that a fair price could be well over $4,400 per treatment course for remdesivir. Yet we know that it has a manufacturing cost that could actually be as low as $9. So we're already seeing sort of emerging access constraints in this space. And we and indeed many other medical care providers are going to want to have access to these things. And needless to say, $4,400 per treatment course is not an accessible price for almost anybody. And this comes despite the fact that we do see governments who are mobilizing public funds quite massively to contribute to these clinical trials, as well as to the early stage R&D. Most of these funding commitments have effectively no safeguards to prevent against profiteering, which is something that we are really concerned about and actively starting to engage on and push for. The sort of bottom line is that it's not possible to do business as usual for drug and vaccine development, in the sense that once there is sort of a recognized front-runner vaccine candidate, there is no vaccine manufacturer on the face of the earth who has the capacity to meet global demand. So the sort of traditional model of discovering something, selling it to one pharmaceutical company under an exclusivity license and allowing them to sort of scale up access to it, it's just not going to work. I mean, there's an ethical question here.
But just a very basic logistic question as well. It simply won't function. So we recognize that we are actually going to need a quite complex and diversified supply chain to be able to meet demands globally for whatever the product is going to be that comes onto market. And so we're engaging with local governments in Canada and local manufacturers in the places where we work, but then also engaging with the multilaterals like WHO and others to look at technology sharing agreements and patent pooling options and so on. There are some good candidates, it looks like. There's 8 vaccine candidates currently in clinical trials, but there's depending on which site you're pulling your data from, there may actually be up to 120 different vaccine candidates that are being explored at the moment. Next slide. The things that are keeping us up at night, as everybody so far has mentioned, is this sort of narrow focus on COVID-19 to the neglect of other health needs. I'll repeat it again just because it's important, but people are not going to stop needing to access hospitals for obstructed labor or for anti-malarial care or any of the other routine health services. And if we neglect those things and allow them to either be closed in the interest of reducing transmission of COVID-19, or if they're closed for whatever reason, this is going to create massive problems further down the line and not very far down the line either. We're also concerned that the public health response that we see needs to be implemented in a way that's proportionate to the relative risk, and it needs to ensure the continued availability of and access to life-saving services in a principled way. We are very concerned that access to populations could be closed off in the interest of public health, or that overly onerous restrictions on freedom of movement or many other things will be applied as sort of a cookie cutter model of what we've all seen and experienced here in Canada, which quite frankly will not work in other places where people simply need to move for a variety of reasons. We're also very concerned about the secondary impacts of COVID-19. As I mentioned, issues around access to medicines and other health products are becoming incredibly challenging. We are very concerned about our ability to source and access PPE at the moment, simply because the global marketplace for it is incredibly distorted. Prices have increased fairly significantly, but also we're witnessing export bans in some countries that simply do not allow us to be able to export products that we need to our projects. And sort of layered on top of that is the challenging reality that comes with the closure of international commercial airfare. So the ability to move in and out of countries for personnel, for patients, as well as medical supplies is incredibly difficult at the moment. So we're engaged with negotiations and dialogue with WFP, with the European Commission, with individual countries, with the International Civil Aviation Organization in Montreal, trying to just understand what our options are and how we can facilitate that. But the reality is airspace is closed almost everywhere. Landing permissions are very complicated. Overflight permissions are very complicated. And it's just difficult to move around. But we and everyone else is looking for options. And then finally, the third sort of key concern, I would say, is this inward focus of the global community. Obviously, we're concerned about some governments that are focusing very nationally and focusing almost exclusively on a concern for their own citizens, which to an extent I would say is understandable, but not justifiable. So very grateful to the fact that Canada has thus far continued international assistance and appears to be making good statements about the future of multilateralism and international assistance envelopes and so on. This is helpful, but we certainly need to ensure that the global community does not neglect humanitarian assistance more generally. And then also just from the perspective of access to medicines issues again, there is this looming question of once we have a COVID-19 vaccine and treatment, who's going to get access to it, which is something that's of massive concern to us. I think that's my last slide, and Aislinn, you can, yeah.
Happy to answer any questions. Great, thank you. I normally would say, yes, please answer any questions, but we do have brain dates about to start. But luckily, Noémie is going to be hosting a brain date specifically as follow-up to this discussion. So if you have any questions, please go join that group. And if not, again, please send them in the chat and we can circulate the answers afterwards as well. So I encourage you all to hop off the Zoom, go to hrn.braindate.com, join a group if you haven't already, or start the chat for groups that are already full. Merci encore, Martine, Noémie, Jason, and we'll be back here at 3 o'clock for our final session with Global Affairs. Thank you very much. Merci. Merci.